Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Brochu en direct en ce samedi matin 20 avril. Il est en ce moment 4h30 du matin au Québec, il est 11h30 à Moscou. Alors, en direct de Moscou, j'ai avec moi, comme d'habitude, Erwan Castel. Erwan, bonjour. Bonjour Karl Brochu, bonjour à tous les auditeurs de Radio Karl Brochu TV. Voilà, donc amitié aux cousins d'outre-Atlantique et à tous les auditeurs à travers le monde qui t'écoutent Erwan, et c'est qui me toujours font un grand l'honneur plaisir. aussi de toutes ces invitations que tu me fais parce que c'est pour moi un grand privilège que de pouvoir donner mon point de vue ou ma sensibilité sur les événements du monde. Voilà. Erwan, d'habitude, je commence avec la musique, mais là, j'ai décidé que tu nous l'introduises pour qu'on puisse voir avant de l'entendre, cette Alors, chanson russe que tu m'as suggérée ce matin. bien sûr. Alors, j'aime toutes les chansons en général et les chansons traditionnelles en particulier. Et il se trouve que la Russie est vraiment un paradis pour les chansons traditionnelles. Alors, à la fois les chansons ethniques, on peut trouver des chansons de l'Extrême-Orient jusqu'à l'Occident qui reflètent en fait les identités particulières euh, des, des peuples constituant la mosaïque de la Fédération de Russie. Il y a des chansons donc très anciennes, il y a des chansons plus modernes, il y a des chansons modernes dans le style traditionnel. Et la chanson que j'ai choisie pour ouvrir un peu cette capsule, c'est une chanson d'un artiste que j'aime beaucoup, beaucoup, qui s'appelle Nicolas Emlin, alors qui est un vrai traditionnaliste euh, qui vante en fait et qui chante toutes les valeurs anciennes de la Russie, y compris dans ses racines pré-chrétiennes. Et c'est un homme qui a fait la guerre en Afghanistan. Il est sur scène généralement avec des anciens camarades à lui de combat, et il a vraiment dans sa chair et dans son cœur l'âme russe bien chevillée au corps. Voilà, donc cette chanson, en fait, c'est sur la haute rive. C'est une chanson que j'avais choisie pour illustrer un peu ces patries charnelles que nous avons tous au cœur. Alors j'entends comme par patrie charnelle, non pas la grande nation, même si elle a son authenticité, sa légitimité et sa valeur, mais ces petits coins de nature, vous savez, qui nous tiennent le cœur en éveil à travers des souvenirs d'enfance, à travers des anecdotes familiales, ces sentiers qui fleurent la noisette, ces cascades, ces rivières dans lesquelles se reflète le soleil et qui nous rappellent les chants d'oiseaux, les bondissements des écureuils, les nids qu'on cherchait à débusquer gamin en apprenant à grimper aux arbres. Donc en fait, c'est tous ces coins de nature, pas forcément magnifiques, je dirais, dans leur esthétique spectaculaire, mais qui sont absolument essentiels pour maintenir notre âme à flot et nous garder toujours dans l'espérance et la foi. Merci, Erwan, de nous faire découvrir cette chanson-là. La semaine dernière aussi, tu nous en as fait découvrir une et les auditeurs apprécient beaucoup. Puis j'aime bien, moi, à travers toutes nos nouvelles qui sont pas toujours joyeuses, qu'on puisse prendre le temps d'écouter cette belle musique-là qui nous est complètement inconnue ici en Occident, puis en Amérique. Et j'aime faire découvrir ça aux auditeurs également du Québec. Alors, on écoute ça ensemble, puis on débute par la suite la revue de l'actualité ensemble. А на высоком берегу избы невысокие, мысленно туда бегу через много лет. На высоком берегу детство босоногое
Там бежит за мной с клюкой мой сердитый дед. Оседлаю каючка выше по течению, и снесет его река прямо на косу. Забегу я к деду в дом, попрошу прощения, и никем и невидимый оброню слезу. Берег родимый мой, рысью и наметом сабли свои тупил за родную кровь. Сердце мое кричит птицей перелетной, берег родимый мой, берег родимый мой. Сердце мое кричит птицей перелетной, берег родимый мой, берег родимый мой. Не таращься, совушка, не гадая напрасно, у судьбы своей в плену я на поводу. Не могу быть белым я и не буду красным, но к родному берегу все равно пойду. Берег родимый мой, рысью и наметом сабли свои тупил за родную кровь. Сердце мое кричит птицей перелетной, берег родимый мой, берег родимый мой. Сердце мое кричит птицей перелетной, берег родимый мой, берег родимый мой. Voilà, merci Erwan, c'était vraiment beau. La vidéo est super aussi. Non, mais c'est un artiste, Nicolas Emeline. J'invite vraiment les auditeurs à découvrir son répertoire, car c'est un répertoire vraiment puissant et très 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 profond et vraiment forgé autour de l'amour de la Russie, l'amour de la terre. Donc, on commence cette revue-là, Erwan. Tu m'as partagé ta série de vidéos, alors vas-y, je t'écoute. Oui, alors déjà, je me permets en introduction, de rendre un hommage profond, sincère à un ami qui a été tué cette semaine. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, symbolise beaucoup de choses en dehors de l'amitié qui nous liait. Il s'appelait Russell Bentley, son indicatif était Texas. Voilà, donc c'est un homme qui est né aux États-Unis. C'est un penseur libre, un homme libre qui avait 64 ans et qui, toute sa vie durant, a suivi, je dirais, les chemins tracés par son cœur. Et en 2014, cet homme sincère et véritable, en fait, a rejoint le Donbass de son Amérique natale. Il a pris son sac à dos avec son très fort accent texan que j'adorais. Vous savez, cet accent qui fleure un peu tout le sud des États-Unis, y compris d'ailleurs beaucoup de terres de tradition dans ce sud des États-Unis. Et voilà, il est décédé. Il a donc rejoint la milice du Donbass dès 2014. Il a participé aux très très dures batailles de la première année, puisque la milice à cette époque-là était vraiment en situation organisationnelle, numérique, matérielle excessivement inférieure aux forces ukrainiennes. Et pourtant, elle a résisté jusqu'à aujourd'hui, où elle reconquiert maintenant les territoires occupés par les forces bandéristes. Et donc Russell faisait partie de cette
cette catégorie de volontaires absolument exceptionnels qui a lutté pendant des années dans les rangs de la milice avant de rejoindre finalement le métier de reporter de guerre. Il continuait avec beaucoup d'honnêteté. Hein. Je pense que une des immenses qualités de Russell, c'était son absence de propagandisme courtisan. Quand quelque chose n'allait pas, il disait ça ne va pas. Quand il ne rentrait pas dans un manichéisme de la pensée, et pour cause, lui-même étant américain de naissance, il montrait avec énormément d'humilité et de noblesse qu'il ne faut pas juger les pays dans leur ensemble, mais d'abord les gouvernements, et prendre conscience que dans tous les pays, il y a des gens honnêtes, des gens nobles, des gens héroïques, comme lui-même faisait partie de cette catégorie de citoyens des États-Unis qui ne sont pas idiots, qui ont une conscience, une liberté de conscience et d'expression, et parfois même d'engagement, comme il l'a montré de sa propre nature. Et aussi, il y a aussi malheureusement dans tous les pays, la Russie ne fait pas exception, il y a également parfois des crapules qui croisent le chemin, comme ça a été le cas avec Russell, a priori, puisque il a été tué, c'est triste à dire, non pas par les forces ukrainiennes, contrairement à ce que prétendent certains propagandistes qui ont besoin de nourrir leur manichéisme d'une manière un peu stupide, mais a priori, il a été victime donc de crapules qui peut-être l'ont confondu avec un espion, je ne sais pas, ou ont voulu le voler, ou je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. De toute manière, il y a une enquête qui est lancée au niveau de la République populaire de Donetsk. C'est la grande différence. Vous savez, je pense que dans tous les pays, il y a des gens bien et des gens mauvais. La différence, c'est lorsque les gens mauvais sont graciés, amnistiés ou punis. Voilà, c'est là qu'est réside la différence. Donc, une commission d'enquête a été diligentée concernant la disparition tragique de Russell, mais je pense que la justice va être faite très rapidement car sa disparition est vraiment au-delà du symbole. Voilà. Donc encore, je présente toutes mes condoléances à son épouse, donc qui est une femme de Donetsk. Lui-même s'était converti au christianisme orthodoxe, donc il avait vraiment pris fait et cause jusqu'à son identité intime, la cause du Donbass. Et donc un grand hommage à cet homme humble et noble à la fois que je regrette infiniment. Paix à son âme, Erwan. Voilà. Donc, oui. Donc le 18 avril, pour introduire la situation militaire sur le front du Donbass, le 18 avril, il y a en Russie 17 ou 19, je ne sais plus exactement, ce qu'on appelle des journées de la gloire militaire. Donc c'est des grands événements historiques victorieux de la Russie éternelle qui égrènent le calendrier russe de janvier jusqu'à décembre et qui traitent en fait de toute l'histoire militaire russe, y compris l'histoire la plus ancienne. Et ce 18 avril a été célébrée la victoire militaire de ce qu'on appelle la bataille du lac gelé. Alors, c'est un lac qui est situé entre l'actuelle Lituanie et la région de Pskov, en Russie. Et en fait, c'est en 1242, il y a eu une coalition occidentale qui a voulu profiter de la faiblesse de la Russie qui était un peu bousculée par les hordes mongoles sur son sud-est, sur son flanc sud-est. Et donc, les Occidentaux ont voulu, en fait, profiter de cette faiblesse de l'Empire russe pour s'emparer, en fait, de ces territoires au nord-ouest, pardon. Et on a, à ce moment-là, en Russie, un homme exceptionnel qui apparaît, qui s'appelle le prince Alexandre Nevski, qui va montrer à la fois des talents militaires, mais aussi des talents diplomatiques. Puisque face aux croisades, parce que là, nous avons affaire non pas à des invasions
comme font les Mongols dans le sud-est, donc qui sont des invasions territoriales et surtout destinées à obtenir des tribus de la part des puissances attaquées. Donc les Mongols, c'était surtout des commerciaux, hein. Ils n'étaient pas dans une optique de destruction civilisationnelle. C'était des commerciaux. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est se faire un maximum de tribus et ensuite de rétablir des relations commerciales normales avec les pays conquis. Donc, Alexandre Nevsky va d'abord, dans un premier temps, négocier avec les Mongols pour assurer une paix dans le sud-est de la Russie, pour ensuite pouvoir déplacer le maximum de ses forces militaires restantes face aux croisés occidentaux, qui ne sont pas du tout comme les Mongols, puisque là, ce sont une coalition, ils forment une coalition christo-romaine, avec l'absolution du pape, l'absolution de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et ce sont en fait les différents ordres de chevalerie christo-romains. Alors c'est à la fois les ordres de chevalerie, alors bien sûr on parle beaucoup des teutoniques, hein, qui étaient le fer de lance de ces croisades contre la Russie. Mais il y avait également les chevaliers du Porte-Glaive, il y avait les chevaliers polonais, il y avait les chevaliers des pays scandinaves, les chevaliers lituaniens. Donc il y a tout un ensemble, toute une coalition occidentale qui se précipite à ce moment-là vers les frontières russes. Ils vont subir des défaites militaires, mais dont la plus importante est sans conteste cette bataille du lac de Peipus, où les forces russes commandées par Alexandre Nevsky vont, alors qu'elles sont inférieures en nombre, elles vont donc réussir à battre les coalisés occidentaux chrétiens en créant une tactique absolument particulière. Le lac est gelé à ce moment-là, donc les forces russes laissent l'attaque occidentale s'opérer. À l'époque, les attaques étaient assez basiques, on va dire primitives, c'est-à-dire que une espèce de triangle de fer, hein, de Schwerpunkt, comme on appellerait dans le langage allemand moderne. Donc les chevaliers teutoniques attaquent avec une pointe en triangle fait avec les chevaliers. Les chevaliers vont se retrouver également sur les flancs de cette masse offensive, et au centre, on a l'infanterie. L'infanterie qui, à l'époque, était fait par des dizaines de milliers de fantassins fournis par les pays baltes. Et donc, les forces russes laissent arriver le choc des croisés occidentaux. Ils vont céder plutôt que de résister et de se faire laminer par la pointe militaire occidentale. Ils vont au contraire céder, s'écarter sur les côtés, et du coup, ils vont pouvoir attaquer les flancs qui sont étirés dans la longueur, donc qui sont très fins, des forces ennemies, et confier à leur arrière-garde le soin de stopper en fait cette pointe en avant de l'attaque ennemie. Donc les chevaliers occidentaux vont se retrouver surpris parce que finalement ils donnent un coup d'épée dans l'eau. Ils vont se faire laminer sur les flancs par les chevaliers russes. Ils vont se faire ensuite détruire par l'infanterie russe avec des très longues lances qui en fait permettaient de toucher les cavaliers avant le contact de leur glaive. Et les cavaliers lourdement armés, lourdement carapassonnés occidentaux vont essayer de faire retraite vers le lac gelé. Et évidemment, la glace va rompre, les chevaux vont tomber et les survivants de la chevalerie occidentale, à ce moment-là, vont se noyer dans le lac Peipus. Donc, c'est une victoire qui marque en fait un coup d'arrêt à l'hégémonie occidentale d'il y a 1000 ans. Et ça montre également à ce moment-là que la Russie est en mesure de se défendre sur l'ensemble de ses frontières territoriales. Voilà. Donc c'est une bataille qui est symbolique, surtout aujourd'hui, à l'heure où la Russie finalement fait face à une
notre coalition occidentale, bien sûr qui n'est pas menée par des idéologies de pensée unique religieuse, mais qui est menée par une idéologie de pensée unique droit de l'homiste, mondialiste, etc. Donc on est un peu quelque part dans une, on va pas dire une répétition de l'histoire, mais en tout cas, je ne sais plus qui disait, l'histoire, si elle ne se répète pas, elle a l'art de faire des rimes. Voilà, donc on est un peu sur le même comportement. Voilà, je ferme cette parenthèse historique pour aborder maintenant la situation sur le front. Donc sur le front, on observe un effondrement de plus en plus rapide des forces ukro-atlantistes. Donc là, je vais faire le focus sur deux cartes. Donc là, on va aller dans le haut de la carte, si tu veux bien, Karl. Oui. Donc là, nous sommes à l'ouest de Avdiivka. Et vous voyez, dans le haut de la carte, il y a vraiment une percée très importante des forces russes, encore au-dessus, qui monte en fait jusqu'à un village qui s'appelle Ocheretino. Alors Ocheretino, c'est un village très important parce que c'est un carrefour à la fois routier et ferroviaire et qui aujourd'hui est le point d'ancrage nord de toute la ligne de défense ukrainienne qui est dans ce secteur du front de Donetsk. Donc les combats ont atteint aujourd'hui Ocheretino et au sud, donc on a, donc là vous voyez c'est Ocheretino, donc là on voit très bien les poussées qui sont faites sur le secteur ukrainien et il y a eu une diversion de réaliser parce que là, dans un premier temps on a eu une grosse attaque de menée à l'est de ce secteur. Donc, en direction d'un village qui s'appelle Kéramik. Et donc, les renforts et les forces de réserve ukrainiennes, en fait, se sont précipités sur ce secteur. Et du coup, le long de la voie ferrée, en fait, il y a eu ensuite une grosse poussée offensive russe qui a permis, en fait, d'atteindre la périphérie d'Orechetino. Donc, la gare a déjà été conquise par les Russes, ainsi que tout un quartier périphérique. Donc là, c'est très important. Pourquoi? Parce que cette localité n'est pas seulement un carrefour logistique qui alimente le front du côté de Donetsk, le front ukrainien du côté de Donetsk, mais c'est également un carrefour logistique qui va permettre aux forces russes, une fois qu'elles le contrôleront, de lancer une offensive vers le nord. Et vers le nord, donc, c'est en direction de Konstantinovka, qui est un gros bastion ukrainien situé sur le front d'Artemovsk. Donc là, on est vraiment sur le front de Chazov-Yar. C'est un autre secteur qui est très, très chaud en ce moment. Voilà. Alors, toujours sur le front de Donetsk, on a au sud de la carte que vous voyez à l'instant, on a une deuxième percée importante qui a été faite par les forces russes après la libération donc d'un village qui s'appelle Pervomaïsk. On a c'est l'autre carte. Hein, oui, ok, j'y vais. Oui. Voilà. Après la libération de Pervomaïsk, on a une avancée qui va aujourd'hui atteindre, pareil, la périphérie d'un village qui s'appelle Netaylovo. Et c'est très important ce village également, puisque c'est le village par lequel passent les routes d'approvisionnement logistique de ce front ukrainien. Donc ici au sud, donc là il faut aller en bas de la carte, tout en bas de la carte, voilà. Donc là on a une percée également, vous voyez, donc Pervomaïsk a été conquis directement et maintenant la flèche rouge monte vers Netaylo. Et là c'est également un point d'ancrage sud qui permet aux Ukrainiens de maintenir vaille que vaille une défense jusqu'à la carte précédente, donc jusqu'à Orechetino. Donc quand ces deux points auront été définitivement conquis, eh bien en fait on risque de voir le front ukrainien s'effondrer et reculer au minimum de 20 km vers l'ouest. Donc là, ça sera pour les habitants et la population de Donetsk un immense soulagement, puisque si la ligne de contact recule de 20 km vers l'ouest, ça veut dire que l'artillerie ukrainienne va reculer minimum de 40 km, et donc
à part quelques rares systèmes qui portent à plus de 60 km, la majorité des bombardements ukrainiens sur les populations civiles de Donetsk va commencer à diminuer très sérieusement. Donc ça va être un grand soulagement. Donc la tactique actuelle des forces russes, elle donne une priorité non pas à la vitesse stratégique, on le voit très bien, hein, c'est une guerre d'attrition où l'usure des lignes de défense ukrainiennes se fait lentement mais sûrement. Et donc la tactique russe s'appuie sur une stratégie du feu. Donc là, une petite vidéo qui montre un bombardement ukrainien. Donc c'est sur Chazov Yar. Donc c'est un bombardement ukrainien qui est réalisé avec des bombes aériennes planantes et guidées qui font partie de la famille des FAB, FAB, avec différentes gammes. Donc vous avez les FAB 250, les FAB 500, les FAB 1500, et bientôt on va voir apparaître sur le front, puisqu'elles ont été finalisées par les ingénieurs de l'armement russe, et elles sont actuellement en cours de production, des FAB 3000. Donc les chiffres correspondant au tonnage, au kilo, à la masse globale de la bombe, sachant que sa charge utile, donc la charge explosive, représente grosso modo 70% de la masse totale. Donc ici, on voit donc des FAB 1500, donc une tonne 5, ça veut dire environ 800-900 kilos d'explosifs minimum, qui arrivent sur un quartier qui s'appelle un micro-district, qui s'appelle le micro-district du Canal, qui est la partie actuellement de Chazov Yar dans laquelle se déroulent les combats. Donc les forces russes également sur ce quartier ont réussi à accrocher la périphérie est de ce quartier et progressent maison par maison, rue par rue, étage par étage à l'intérieur de ce tissu urbain, mais en préalablement réalisant des bombardements, comme vous le voyez ici, des bombardements assez impressionnants qui sont à la fois destructeurs sur le plan physique, mais aussi destructeurs sur le plan psychologique, on peut l'imaginer, des forces ukrainiennes. Donc là, on a un travail de laminage radical qui est fait avant l'assaut. Alors, je profite de cette vidéo assez spectaculaire pour évoquer les argumentaires des débiles de la propagande occidentale. Je pense notamment à un certain Xavier Titelman qui essaye de se rassurer en disant oui, les Russes conquièrent des localités, mais de fait, ils conquièrent pas des villes et des villages, mais des champs de ruines. Alors, je serais quand même assez intéressé de rappeler à cet ostrogoth de Titelman que un combat en zone urbaine est forcément destructeur pour la ville. Et il me semble que la valeur de la victoire ou de la libération de villes comme Caen en Normandie ou Berlin en Allemagne, même en étant détruites, la valeur de leur libération par les forces alliées reste toujours de même niveau. Malheureusement, effectivement, au milieu des ruines, il y a encore des civils qui trinquent, hein, qui font partie des dommages collatéraux. Encore que pour ce qui est du front russo-ukrainien, si effectivement on a vécu énormément de pertes civiles sur des batailles urbaines comme celle de Mariupol en 2022, pour la simple et bonne raison que les Ukrainiens avaient entièrement bloqué les corridors humanitaires qui permettaient à la population de quitter la ville. Donc les corridors humanitaires, aujourd'hui, dans la tactique russe, sont maintenus. Même si à Chazov Yar, il y a des témoignages qui rapportent que les soldats ukrainiens empêchent aux civils de quitter la ville. Mais en règle générale, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même configuration parce que les villes ne sont pas adossées à la mer, parce que de fait, Mariupol était complètement encerclé par les Russes, puisque toute la partie terrestre de Mariupol était bouclée par les forces russes. Et derrière Mariupol, il y a la mer d'Azov. Donc la population était entièrement prise au piège avec des forces ukrainiennes qui l'empêchaient de s'échapper.
Donc, dans cette première bataille urbaine de 2022, il y a eu effectivement, malheureusement, beaucoup de victimes civiles. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque dans des villes, par exemple, comme Chazov Yar, on estime peut-être à quelques milliers seulement de civils. C'est déjà trop, à mon sens, mais quelques milliers de civils qui subsistent encore dans la ville. Donc, la stratégie du feu, vous en avez eu un exemple ici sur le micro-district Canal, et elle est suivie, bien sûr, cette stratégie du feu, par ce que j'appelle, moi, la stratégie du choc. Donc là, on va voir une deuxième vidéo qui, à mon avis, est exceptionnelle. On peut mettre le son, si tu veux bien, ouais, on peut mettre le son. On peut mettre le son, oui. On écoute ça. Là, ce sont des Russes qui attaquent une position ukrainienne. Выпрыгивай! Давай, давай! Моки, моки! Тихо! Вперед, за мной, за мной! Давай, 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 давай! Пошел! Смотри слева. АГС. Гранаты кидай, давай, стрель. Гранаты кидай. Проходи туда. Проходи. Вперед, вперед. Кидай, давай. Вперед, проходи, вправо, вправо уходи. Дай сюда. Вправо иди, вправо уходи. Вперед, не стойте на месте. Вперед! Граната! Слышу, слышу. Вперед! Вперед, блядь! Вперед, там хохлы впереди. Пошли. Где там Анива? Анива, вперед пошел. Давай, давай, пошел. Ползи. Ползи, ползи, давай, давай, пошел. Давайся! Пулемет! Давайся, или умрешь! Пулемет, иди сюда, сюда, гранаты, быстро! Быстро сюда! Все сюда! Все, держи, держи, контроль, контроль, стреляй! Выходи, сука, все снимай, блядь! Все снимай, выходи, сука! Давай, идем сюда! Выходи, сука! Вали! Идем сюда! Притворяйся, давай, пошли, вперед, вперед, вперед! Пошел, я держу! Туда, туда, тут не пройти! Давай, давай, пошел! Пошел, пошел, не стой! Сколько вас? Давай, все, руки поднимай! Сколько вас, блядь? Сколько вас? А? Автомат забери, автомат забери! Гранаты, нахуй! Где еще двое? Анива! Ты где? Двоих, да, убили? Да. Еще. Сдавайся, блядь! Иди! Пошли. Магазина сзади. А? Магазина сзади, встань. Нету. На. В этот кидай. Что там?
Я кидаю. Где еще яма? Вот она, все, только впереди, все. Фонарик мне быстро! Фонарик! Заставим в рюкзаке. Тут есть. Верхний карман в рюкзаке. Кто есть? Есть. Люди есть тут. Слышишь? Давай. Быстро заходим. Где это? Заходи. Заходи. А? Заходи. Я говорю, в Фонарик. рюкзаке. А? Прячься! Прячься! Заходи. Сиди. Нихуя тут нахуй. Что там, все? Чисто? Чисто, держим оборону. Держим туда. Да, смотри, вот туда. Voilà. Voilà, donc les images parlent d'elles-mêmes. Hein. On voit l'assaut des soldats russes. On entend les Ukrainiens riposter. Il y a des grenades ukrainiennes d'ailleurs qui arrivent très très près des soldats russes à un moment donné. On les entend hurler certainement des blessés qui sont dans les tranchées, dans les bunkers. Et donc en fin de vidéo, on voit donc le soldat russe qui check un des bunkers ennemis où on voit des corps de soldats tués lors de l'assaut. Voilà. Donc ça fait partie du quotidien actuellement dans tous les secteurs du front, c'est-à-dire des assauts russes. Vous voyez l'intensité des combats, hein, ceux qui râlent en disant l'armée russe n'avance pas, etc., etc. En fait, ce genre d'épisode qui, comme je le répète, se réalise des centaines de fois tous les jours sur tous les secteurs du front, en fait montre l'excessive intensité des combats, l'énorme difficulté. On n'est plus du tout dans les charges du 18e ou du 19e siècle où on pouvait aligner 500, 1000, 2000 cavaliers dans la plaine. On est vraiment sur des batailles de groupes d'infanterie qui doivent progresser d'une manière excessivement précautionneuse pour ne pas finalement tomber, parce que chaque mètre carré de tranchée peut devenir un piège mortel. Donc tout se fait à la grenade, tout se fait à l'arme automatique et parfois même au corps à corps. Donc la vidéo suivante, pour toujours parler un peu de ce qui se passe sur le front en général. Là, on a vu la ligne de contact avec les bombardements des FAB et les assauts d'infanterie mécanisés russes. À l'arrière du front, les forces aérospatiales russes continuent de détruire méthodiquement à la fois les bases militaires, les aérodromes, mais également les sites énergétiques ukrainiens, et s'attaque maintenant depuis cette semaine en fait aux infrastructures logistiques ferroviaires. Ici, vous êtes sur Dniepropetrovsk, donc c'est une grosse ville qui sert de base arrière logistique ukro-atlantiste au front du Donbass, qui est une ville à cheval sur le Dniepr, et par laquelle arrivent essentiellement, je dirais, la plupart des trains militaires logistiques venant de l'ouest ukrainien, donc avec le matériel des aides occidentales. Donc là, il y a 2 jours maintenant, les forces aérospatiales russes ont détruit tout un complexe ferroviaire avec une gare ferroviaire, des ateliers ferroviaires, des trains de marchandises et de locomotives, y compris un train d'ailleurs militaire qui venait juste d'arriver en gare. Et le président Zelensky, en commentant donc ces bombardements dans la profondeur stratégique ukrainienne, il a avoué il y a 5 jours dans une conférence de presse que selon ses termes, la quasi-totalité
des productions énergétiques ukrainiennes étaient à l'arrêt à cause des bombardements et que les Russes maintenant s'attaquaient également aux infrastructures gazières. Donc ça veut dire que en gros, le pays ukrainien est en panne totale parce que dans une guerre moderne, les infrastructures énergétiques sont très importantes, aussi bien les réserves de pétrole pour faire avancer les véhicules blindés, et qui sont des très gros gourmands, surtout en terrain libre, les centrales énergétiques pour faire avancer les trains et également faire tourner les usines qui produisent de l'armement, qui produisent l'huile, qui produisent tous les matériels nécessaires au fonctionnement militaire. Donc là, en fait, aujourd'hui, on est sur une Ukraine qui est en train de faire un bond en arrière de plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, si ça continue, et qui va se retrouver dans l'incapacité militaro-technique ou militaro-industrielle de poursuivre la guerre par ses propres moyens. Donc là, ça va effectivement poser un énorme problème, pas seulement aux forces ukrainiennes, mais également aux pays occidentaux, parce que ils vont être confrontés à un réel problème de soutien à l'armée ukrainienne, parce que c'est pas tout d'avoir des ressources occidentales qui se mettent en économie de guerre pour fournir les forces ukrainiennes. Il faut aussi que ces dernières puissent également avoir un minimum d'autonomie pour pouvoir combattre. Donc aujourd'hui, on se retrouve à alimenter finalement une Ukraine qui est en fauteuil roulant, si je peux me permettre cette image-là. Donc ça va devenir très très compliqué à la fois pour les Ukrainiens, mais aussi pour les Occidentaux de capitaliser concrètement leurs aides militaires sur le front. Alors, on parle beaucoup depuis 5 minutes, on parle beaucoup du matériel, des ressources militaro-industrielles, mais il ne faut pas oublier que la guerre, c'est avant, et on l'a vu dans l'assaut russe, c'est d'abord une affaire de courage et une affaire d'hommes. Et l'effondrement ukrainien militaro-technique, il s'accompagne également d'un effondrement moral de plus en plus important. Donc ici, sur la vidéo, c'est une vidéo d'une caméra de la défense de rive du Dniepr côté russe. Donc il y a 3 soldats ukrainiens. Alors vous allez me dire, ce n'est que 3. Bah, effectivement, ce ne sont que 3 soldats ukrainiens. Mais pareil, hein, ce genre d'épisode se multiplie maintenant sur tous les secteurs du front. Alors parfois c'est même 10 ou 12, d'autres fois c'est un seul, effectivement. Le nombre des soldats ukrainiens préférant choisir la vie plutôt que la mort garantie sur le front, puisque là nous avons affaire à 3 individus qui traversent à la nage le Dniepr. Il faut quand même une certaine volonté de vivre pour faire ça. Déposent tout leur matériel en sortie de berge et se font récupérer. Là, on voit un groupe russe, de défense russe, qui se précipite vers eux, en sécurité bien sûr, et qui les font prisonniers. Donc, il y a de plus en plus de redditions de ce type à tous les niveaux du front. Sur le front de Donetsk, dont j'ai montré ici, on a montré les cartes il y a au début de Sitrep, c'est tous les jours en fait qu'on a des soldats ukrainiens qui, alors, soit prennent l'initiative d'aller vers les lignes russes pour se rendre, soit dès les premiers combats arrêtent, jettent leurs armes et lèvent les mains. Donc on a vraiment un effondrement moral général de l'armée ukrainienne, avec bien sûr les impacts psychologiques très graves. Et il y a de plus en plus de messages de soldats ukrainiens sur les réseaux sociaux qui insultent le président Zelensky. On a, rien que cette semaine, je crois qu'il y a eu à peu près une dizaine de messages qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Les soldats ukrainiens quittent carrément la ligne de contact en disant, de toute manière,
vu que les élections en Ukraine ont été annulées. Ça a dérangé d'ailleurs aucun démocrate occidental, ça, hein, que Zelensky annule purement et simplement les élections en Ukraine pour pouvoir continuer à exercer la feuille de route américaine sous son autorité ou sa dictature. Ça n'a choqué personne dans les démocraties occidentales. Donc beaucoup de soldats ukrainiens disent aujourd'hui, mais de toute façon, comme il n'y a pas eu d'élection, bah, ça veut dire qu'on n'a aujourd'hui pas de président légitime, donc on n'a plus à obéir à Zelensky. Donc ça, on sent qu'il y a un vent, certes, pas encore sous forme d'ouragan, hein, mais il y a quelque chose qui est en train de naître en Ukraine, c'est-à-dire parallèlement à la multiplication champignonnière des cimetières militaires, on a un ras-le-bol de la population, un effondrement moral, un effondrement socio-économique où ça devient de plus en plus difficile pour les gens, bah, tout simplement de vivre et même de survivre à cette période infernale. Et on a un autre élément qui vient se surrajouter en fait à ce sentiment de désespoir ukrainien, c'est la nouvelle loi qui a été votée à la Verkhovna Rada, donc le Parlement ukrainien, qui a tout de suite été validée par le clown Zelensky. C'est une nouvelle loi qui renforce la mobilisation. Donc, lorsque les propagandistes occidentaux nous vantent l'héroïsme de la population ukrainienne résistant face aux forces russes, moi je serais quand même intéressé que, à côté de cette diatribe propagandiste simpliste, ils donnent les chiffres, simplement les chiffres des volontaires ukrainiens qui se battent sur le front depuis 2 ans, certains avec beaucoup de courage, je le reconnais, et le chiffre des Ukrainiens qui ont fui le pays pour ne pas justement aller sur le front. D'un côté, on a quelques centaines de milliers d'Ukrainiens qui ont revêtu l'uniforme et qui sont allés de gré ou de force se battre en première ligne. Et de l'autre côté, on a des millions d'Ukrainiens qui ont fui le pays pour ne pas participer à cette guerre fratricide. Donc il faudrait que les propagandistes occidentaux rééquilibrent leur discours en présentant la réalité des chiffres. Et là, ce ne sont pas des chiffres de la propagande russe. Il suffit de scanner dans tous les pays, bon, il suffit d'aller sur Internet, vous regardez réfugiés ukrainiens, Allemagne, France, Espagne, etc. Vous prenez tous les pays occidentaux, même Russie, il y a des millions d'Ukrainiens qui sont allés se réfugier en Biélorussie et en Russie pour ne pas participer à cette guerre fratricide. Eh bien, il suffit simplement d'aligner ces chiffres et de regarder si démocratiquement le volontariat ukrainien pour le front est réellement majoritaire. La réalité est que non. La majorité des Ukrainiens, déjà aujourd'hui par leur refus de rester en Ukraine, montrent qu'ils ne veulent pas de cette guerre contre la Russie. Donc, cette mobilisation qui a été, cette modification de la loi de mobilisation qui a été votée cette semaine, elle est absolument infernale. C'est-à-dire qu'elle donne une obligation pour les jeunes Ukrainiens de s'inscrire au niveau des bureaux de recrutement dès l'âge de 18 ans. Ensuite, il faut étendre la mobilisation à l'ensemble de la population, y compris au niveau des femmes. Alors, pour info, cette loi légalise également les réquisitions de certains véhicules pour obliger les gens finalement à aller sur le front, c'est-à-dire toute personne qui refuse de répondre à l'appel de mobilisation peut voir son véhicule confisqué, par exemple, peut se retrouver sans moyen d'aller au travail, sans moyen de se déplacer, bien sûr, impossibilité de franchir quelconque frontière, et on a également cette obligation de fournir à l'armée ukrainienne, via les bureaux de recrutement et de mobilisation,
tout un ensemble de renseignements d'ordre privé, personnel, sur les lieux d'habitation, sur les impôts. Donc, en fait, il y a un système absolument totalitariste qui encadre l'ensemble des citoyens ukrainiens et rend obligatoire lors de n'importe quel déplacement, c'est-à-dire tout citoyen ukrainien qui va acheter son pain à la boulangerie du coin doit avoir sur lui pas seulement son passeport, donc sa carte d'identité ukrainienne, passeport intérieur ukrainien, mais également son livret militaire. Voilà. Donc on est en train de militariser l'ensemble de la population, on rabaisse l'âge de la mobilisation, donc là on est quand même face à une volonté de réduire démographiquement la population en nourrissant en fait les hachoirs à viande du front. Donc là sur ces vidéos, vous voyez des recruteurs des bureaux de mobilisation qui, manu militari, récupèrent des civils dans la rue. Hein, donc, vous voyez que ces civils se battent maintenant physiquement avec les recruteurs. On a même d'autres vidéos. Là, j'ai pas pu les télécharger parce que j'ai vu il y a juste avant la capsule des vidéos où on a carrément des groupes de civils qui viennent soutenir la personne qui est alpaguée par les militaires et pour protéger cette personne de son kidnapping, en fait. Parce que là, c'est ni plus ni moins que du kidnapping. Alors, la question est de savoir quelle valeur combative peut avoir ce genre d'individu sur le front. À partir du moment où vous forcez les gens contre leur gré à aller affronter l'armée russe, on a vu les images. Je veux dire, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas un jeu d'échecs. Donc, quelle est la valeur combative de ces gens-là? Aucune. C'est-à-dire que ça ne va faire qu'augmenter d'abord, d'une part, ça va ne faire qu'augmenter les pertes, parce que ces gens-là n'ont en gros que 2-3 semaines de formation et après se retrouvent sur le front, donc sans aucune expérience de combat, et ça va aussi augmenter l'image précédente, c'est-à-dire des redditions, des gens qui vont préférer, pour sauver tout simplement leur vie, qui vont préférer lever les bras dès qu'ils vont entendre siffler la première balle russe autour d'eux. Donc c'est quelque chose d'assez épouvantable. La deuxième vidéo, là, c'est l'hémorragie des réfugiés ukrainiens ne fait qu'augmenter avec cette nouvelle réforme de la loi de mobilisation. Là, nous sommes sur une route, donc c'est dans la région d'Odessa. Donc c'est la partie la plus occidentale de la région d'Odessa, cette espèce d'avancée le long de la mer Noire, avec la frontière entre la Moldavie au nord et la Roumanie à l'ouest, pardon. Et donc là, on voit sur le bord de la route des dizaines de voitures abandonnées. Donc les gens abandonnent leurs voitures. Ce sont des hommes qui vont au plus près de la frontière moldave. La frontière moldave, elle est à droite, là, sur l'image. Et les hommes donc traversent la route et franchissent un champ sur environ 1 kilomètre pour arriver sur un territoire moldave qui n'est pas trop contrôlé par les douaniers. Donc, généralement, ils font ça de nuit, hein, évidemment, mais le lendemain matin, on voit toutes leurs voitures abandonnées sur le bord de la route. Donc, on voit très bien à quel niveau de désespoir et de peur sont les Ukrainiens aujourd'hui par rapport à la guerre, aux pertes subies, au ras-le-bol de la population et cette loi de mobilisation qui est tout simplement une dictature fasciste, les forçant à aller mourir pour les intérêts non pas de l'Ukraine, mais pour que l'hégémonie occidentale, comme on va le voir à la fin de la capsule, pour que l'hégémonie occidentale puisse continuer sa marche vers l'Est. Donc, alors la vidéo suivante, là, j'ai plus en mémoire ce dont il s'agit. La Géorgie. Oui, alors la Géorgie. Alors, ce qui est assez intéressant, et là, on est vraiment dans le paroxysme du narratif occidental hypocrite et du double langage de l'OTAN. Ce que vous voyez là actuellement, c'est une manifestation qui est toujours en cours. Hein. Les manifestations ont toujours lieu en Géorgie. Donc je rappelle que la Géorgie, c'est au fin fond de la mer Noire, hein, c'est entre la Russie et l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et que cette région a fait l'objet déjà
comment dire, d'une stratégie de préemption de la part de l'OTAN, puisque dès 2007, l'OTAN déclare que la Géorgie doit intégrer l'Alliance Atlantique. En 2008, le président Saakachvili va enclencher des guerres contre les régions au nord, les régions pro-russes qui sont au nord de la Géorgie, donc l'Ossétie et l'Abkhazie. Ça va donner lieu à des premières guerres militaires sur la périphérie même de la Russie. Cette dernière, d'ailleurs, va devoir intervenir militairement pour mettre fin au massacre des Abkhazes et des Ossètes. Et depuis 2008, ces deux régions au nord de la Géorgie, en fait, sont sous régime autonomiste. Hein. Ils ont séparatistes, en fait. On a des républiques séparatistes, donc qui protègent maintenant leur population. Il y a eu un statu quo de réaliser avec la Géorgie. Le président Saakachvili, d'ailleurs, qui a été condamné en Géorgie parce qu'il a commis énormément de détournement de fonds. Enfin, c'est un fou furieux, ce gars-là. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le président Saakachvili, quand il va quitter la Géorgie, où est-ce qu'on va le retrouver? On va le retrouver en Ukraine comme gouverneur d'Odessa. Donc, vous voyez que donc tout ça, on voit très bien les articulations et les relations mafieuses entre tous ces pays qui font partie de la stratégie de déstabilisation de la zone d'influence russe. Hein. Tout ça, c'est des pions qui sont liés entre eux, un peu comme les plombs, vous savez, les plombs chaînés des anciens fusils de chasse, là. Hein. Il y a des anciennes cartouches de chasse avec les plombs liés. Voilà, on a exactement la même chose. Donc, l'OTAN tire vers la Russie un ensemble d'acteurs qui se retrouvent liés, interchangeables d'un pays à l'autre. Et donc, aujourd'hui, en Géorgie, on a un gouvernement qui est en fait tiraillé parce que la présidente de la Géorgie, alors comment elle s'appelle, Zourabishvili, voilà, Zourabishvili, excusez-moi si j'écorche son nom, oui, je crois que c'est ça, Zourabishvili, elle est pro-occidentale. Hein, c'est une femme qui a été élue il y a 6 ans, donc ce sont des mandats présidentiels de 6 années, donc elle arrive vraiment en fin de mandat présidentiel et elle essaye en périphérie du basculement de l'Arménie vers l'Occident, bien sûr sur fond de guerre russo-ukrainienne. Elle aimerait, cette présidente pro-occidentale, que la Géorgie soit de nouveau une espèce de plaie ouverte sur le flanc russe. D'ailleurs, quand l'armée russe intervient en 2022, février 2022, pour mettre fin au massacre ukrainien dans le Donbass, cette présidente géorgienne propose au Parlement géorgien d'ouvrir un deuxième front sur le flanc sud, carrément. Elle dit « Ah, bah maintenant qu'il y a la guerre en Ukraine, on va nous aussi relancer la guerre vers le nord, donc via l'Ossétie et l'Abkhazie, contre le flanc sud de la Russie. » Le Parlement géorgien, malheureusement, pour elle a perdu la majorité dans le Parlement géorgien et sa proposition n'a pas été heureusement validée, parce que sinon la Géorgie aurait été de nouveau à feu et à sang, comme l'Ukraine aujourd'hui. Donc cette présidente se retrouve finalement à être isolée par rapport à son Parlement et sa population. Elle a cependant de son côté un certain nombre d'ONG. Elle a bien sûr son parti pro-occidental qui est quand même là, hein, qui a sa présence, puisqu'il l'a porté au pouvoir il y a 6 ans, donc il est encore suffisamment important aujourd'hui, même s'il n'a plus la majorité. Et elle a surtout dans son arsenal, cette présidente, donc Zourabishvili, elle a surtout dans son arsenal des ONG qui sont payées par Soros. Vous savez, les fameuses ONG de l'aide, l'American Aid, là, donc l'espèce de nébuleuse d'organisations non gouvernementales, entre guillemets, non gouvernementales, hein, qui sont soit de déclarations humanitaires, de déclarations culturelles, de déclarations je ne sais trop quoi, et qui sont en fait des chevaux de Troie subversifs
destiné en fait à retourner les populations et à déstabiliser les pays au profit finalement de la stratégie de l'OTAN. Donc là, les parlementaires géorgiens ont présenté une loi qui est très intéressante. Cette loi est très intéressante. Il faut savoir que cette loi a déjà été adoptée, enfin, ce type de loi a déjà été adopté au Kirghizistan, donc en Asie centrale. C'est une loi qui demande aux ONG une transparence concernant leurs ressources financières. Qui finance les ONG? Donc, c'est une loi qui dit tout simplement à une organisation type associatif, par exemple, bon, vous avez des subventions, d'où elles viennent, vos subventions? Et si les subventions de l'ONG proviennent d'une puissance étrangère, à ce moment-là, l'ONG est déclarée agent étranger. Agent œuvrant, travaillant pour des intérêts à l'étranger. Et à partir du moment où la qualification d'agent étranger est étiquetée sur une ONG financée par, mettons, Soros, les États-Unis, l'Union européenne ou autre, à ce moment-là, bah, évidemment, son champ d'exercice, son champ d'action est réduit à zéro. Donc, ce qui est intéressant dans cette loi, qui est une loi finalement de transparence, on va dire démocratique, hein, voilà, d'où vient l'argent, tout simplement, d'où vient l'argent. Dis-moi d'où vient ton argent et je te dirai qui tu sers, en gros. Eh bien, ce qui est assez intéressant et époustouflant, mais c'est Audiard qui disait les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît, c'est que les Occidentaux appellent cette loi, donc avec évidemment leur marionnette Zourabichvili en tête, les Occidentaux appellent cette loi la loi de Poutine. Hey, la loi de ouais. Poutine. Ah ouais, Ouais. ouais, ouais. Voilà, la loi de Poutine. Oubliant dans cette loi que si une association ou une organisation non gouvernementale est financée par la Russie, elle tombe exactement sous les mêmes conséquences qu'une ONG qui est financée par les États-Unis. Donc, ils appellent ça loi de Poutine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Occidentaux n'arrêtent pas de dénoncer la Russie en disant que les Russes, KGB, Poutine, etc., FSB, etc., sont en train de réaliser toujours des ingérences dans les élections américaines, des ingérences dans les Jeux Olympiques français, des ingérences, bref, je ne sais où, bientôt ça va être même jusque dans les toilettes des présidences. Donc on voit du russe partout, donc on dénonce une ingérence russe, mais quand il s'agit en fait dans des pays comme la Géorgie, de dénoncer des ingérences américaines, alors là, non, pas touche. Non, là, pas touche. Donc, on voit bien, c'est incroyable parce que c'est tellement énorme que c'en est difficilement compréhensible quant à l'acceptation par les populations occidentales d'une telle rhétorique, d'un tel discours. C'est faites ce que je dis, mais ne dites pas ce que je fais. Ah, Erwan, si tu savais comme Québécois, moi, ici, là, nos universités, nos cégeps sont remplis d'ONG. Ils sont mis de l'avant dans tout ce qui est association étudiante. Et on a, dans le temps du printemps arabe, on a imposé ici au Québec le printemps érable, parce qu'on a des arabes à sucre là, pour faire le sirop d'érable. Et c'est aujourd'hui, tu regardes ceux qui sont les politiciens qui sont nés de ce groupe-là, c'est tout des vendus. Moi, je dénonce les ONG. Puis le dernier premier ministre du Québec qui s'est battu contre ces ONG-là, c'est Maurice Duplessis. Et ce qu'il avait dit, si vous acceptez l'argent de l'extérieur de ces ONG-là, je coupe l'équivalent en financement dans ces écoles-là. Et il a passé pour le pire des pires. Et ensuite, là, passé Duplessis, devait embarquer tous les libéraux, autant au PQ qu'on disait nationalistes, qui nous ont mis dans des logiques où ils nous ont épuisés complètement avec leur fameux référendum, où tu avais carrément le Parti libéral du Québec et du Canada. Et la plupart de ces partis politiques-là étaient financés, surtout le Parti libéral du Canada et du Québec, sont financés par l'État profond
où tu sais jamais c'est qui finance ça, cette gang-là. Et donc, quand on dit qu'on n'a plus de démocratie, qu'il faut sortir ces ONG-là, ici, là, George Soros est très proche de notre ministre Chrystia Freeland, la très atlantiste Chrystia Freeland. Bandériste même. Bandériste aussi. Et moi, je dénonce ça depuis plusieurs mois. Erwan, merci de l'expliquer comme il faut. Eux autres, quand ils interviennent dans des pays comme la Russie ou dans le pourtour, toujours pour la démocratie, toujours pour des bonnes causes. Puis, mais vous savez, vous parliez de Soros à l'instant. Lorsque le Kirghizistan va voter cette loi de transparence des ONG en révélant à la surface du discours et de la réalité sociale les agents étrangers, parce que voilà, le nom est là, hein, ce sont des agents étrangers. George Soros, commentant cette loi qui a été votée au Kirghizistan, va dire ah ben dans ce cas-là, nos ONG ne peuvent plus travailler dans ce pays. Il reconnaît, George Soros, que c'est une loi démocratique, c'est une loi qui est basée sur une transparence, donc on ne peut pas dire que c'est une loi, que c'est une ingérence de la Russie ou de je ne sais trop quoi. C'est tout simplement, on veut que les comptes soient étalés sur la table. Et donc George Soros dit, bah oui, mais dans ce cas, nous, on ne peut plus travailler. Donc c'est un aveu finalement, en réaction de Soros, que ces ONG étaient là pour des missions de subversion, non pas des missions d'assistance culturelle ou de débat démocratique ou sanitaire également. Il y a également énormément d'ONG, c'est notamment le cas au Kazakhstan. Lorsqu'il y a eu l'opération du Covid, par exemple, on a vu arriver des ONG médicales et pharmaceutiques occidentales au Kazakhstan qui ont utilisé finalement cette espèce de psychose sanitaire mondiale pour venir formater les mentalités du Kazakhstan, ou en tout cas essayer de le faire. Donc, tous les moyens sont bons, la culture, jusqu'au cinéma, aux jeux d'enfants, la réflexion des théâtres, tout est bon pour ces ONG occidentales pour mettre en place en fait des stratégies de subversion des populations pour les faire adopter finalement une espèce d'American way of life, de mondialisme way of life, où le McDonald's et l'iPhone sont plus importants que les chants traditionnels de leurs grands-parents ou l'avenir de leurs petits-enfants. Donc c'est ce qui se passe en Géorgie, c'est absolument extrêmement grave parce que on va voir jusqu'où les Occidentaux qui ont des difficultés actuellement en Ukraine, on le voit très bien, jusqu'où les Occidentaux sont prêts à aller en Géorgie pour éventuellement ouvrir un deuxième front. Ça va, c'est à suivre avec beaucoup d'attention, sachant que l'Arménie, elle a définitivement basculé dans le camp occidental avec le traître Pachinian, hein, qui a abandonné le Haut-Karabakh, donc la République de l'Artsakh, qui était le cœur de la culture et de l'identité arménienne. Donc cette région arménienne de l'Artsakh est maintenant devenue une région de l'Azerbaïdjan, excusez-moi, j'ai du mal ce matin. Donc les découpages encore une fois débiles, réalisés même du temps de l'URSS, parce que cette histoire d'Azerbaïdjan et d'Arménie et d'Artsakh n'aurait jamais dû avoir lieu si le découpage entre les républiques avait été fait non pas en dépit du bon sens pour briser les identités périphériques, mais en respectant au contraire les identités culturelles et historiques des peuples, puisqu'on se retrouve avec une Arménie dont une partie, et en plus son cœur historique, va être rattachée à la République de l'Azerbaïdjan. Donc forcément, lorsque les indépendances interviennent à la fin de l'URSS,
eh bien, on se retrouve avec des populations qui sont séparées définitivement dans leur existence et donc dans leur vécu identitaire. On a la même chose avec l'Ukraine. Le Donbass a été rattaché arbitrairement à l'Ukraine soviétique. Tant que l'URSS était vivante, il n'y avait pas de problème puisque le cœur était à Moscou et il y avait une normalisation relationnelle entre toutes les régions. Donc les gens du Donbass continuaient à se sentir dans leur quotidien citoyen russe au même titre que n'importe quelle autre république socialiste soviétique. Et le jour de l'indépendance, eh bien, ils se sont retrouvés arrachés finalement à leur matrice historique. Cette situation est encore une preuve que les frontières doivent vraiment non pas être protégées par la fameuse loi sur l'intangibilité des frontières, parce que ça c'est une loi, c'est du vernis qu'on met pour protéger la merde, mais les frontières doivent être vraiment on doit pouvoir contester les frontières. On doit pouvoir contester les frontières quand ces frontières ne respectent pas finalement l'identité et la volonté des peuples de vivre d'un côté ou de l'autre de ces lignes artificielles. Donc le Donbass a fait ce qu'on appelle un irrédentisme, donc un irrédentisme qui est le retour vers la mère patrie, hein, c'est ce qu'a fait la Crimée déjà en 2014. Et le problème en fait, c'est que on a aujourd'hui un impérialisme américain qui procède à une véritable fuite en avant. On le voit très bien. Les aides pour l'Ukraine qui s'élevaient à 65 milliards de dollars ont fait l'objet d'un débat même assez houleux au niveau des parlementaires américains. On a vu, et d'ailleurs ce débat s'est étendu même à l'ensemble des puissances occidentales. Faut-il continuer ou faut-il arrêter les aides à l'Ukraine et pour quelles raisons, pour quels intérêts, etc. Et on a vu donc toute la clique des mondialistes qui s'est précipitée pour essayer de justifier ce jusqu'au-boutisme vis-à-vis de l'Ukraine. Et donc cette nuit ou hier, je ne sais plus les dates avec les décalages horaires, la Chambre des Parlements des représentants, la Chambre des représentants des États-Unis a voté, alors 316 voix contre 95, la Chambre des représentants des États-Unis donc a voté en faveur d'un package d'aide militaire et financière d'une hauteur de 95 milliards, je crois, destiné à la fois à l'Ukraine, donc qui prend normalement la plus grosse part, et aussi destiné à Israël et à Taïwan. Donc on voit finalement que les mondialistes, avec l'effondrement de l'Ukraine, ont fait feu de tout bois. Et on a même le porte-parole de la Chambre des représentants, qui pourtant est un républicain. Donc ça ne fait que confirmer ce que je pense de Trump depuis des années. Johnson a commenté donc ce vote avec une immense satisfaction et il a dit Johnson, vous savez le poulain de Trump, l'homme qui soi-disant doit sauver la situation et rétablir la paix sur toute la planète comme un messie. Johnson a dit, le républicain, il a dit la Russie, l'Iran et la Chine sont le nouvel axe du mal. Je crois qu'un démocrate n'aurait pas mieux dit. Un démocrate n'aurait pas mieux dit. Donc on voit très bien que les républicains et les démocrates sont les deux faces d'une même pièce. Alors il y a une face qui est un peu plus sombre, celle des démocrates, que celle des républicains. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes méthodes, mais ils visent exactement à la même stratégie finale, c'est-à-dire une hégémonie de l'empire américain, de l'empire mondialiste, de la marchandise globale, avec toute sa cohorte idéologique, plus ou moins choisie différemment selon que l'on soit démocrate ou républicain, mais qui finalement arrive à la même conclusion, c'est-à-dire une volonté
d'asservissement de l'ensemble des peuples de la planète. Donc, ça reste pour moi un peu comme les socialistes et les républicains en France, ça reste pour moi les deux fesses, comme disait Coluche, les deux fesses d'un même cul dont il ne sortira que de la merde. Voilà. Ouais, hein? Donc, alors oui, ici, tu sais que ce vote, normalement, devrait être validé dans les jours prochains. Je pense qu'ils vont faire le forcing pour que ça soit fait à la fin de la semaine prochaine. Et ensuite, il sera présenté au Sénat. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la politique intérieure américaine, mais j'ai bien peur que ce vote quand même réussisse à passer d'autant plus que les forces ukrainiennes s'effondrant. On voit finalement un travail également de guerre psychologique dans le monde occidental qui essaye de nous faire croire que l'effondrement des forces ukrainiennes mettrait en péril la sécurité de toute l'Europe occidentale. Donc c'est encore un fantasme qui est entretenu par la plutocratie internationale, juste pour domestiquer les populations et les faire accepter finalement une stratégie belliciste jusqu'à où, on ne sait pas. Est-ce que c'est jusqu'à l'engagement physique des armées de l'OTAN en Ukraine? Ça, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, il y a déjà des voix, qui soutiennent cette option-là, comme par exemple celle du président français Macron. Voilà pour ce qui est du théâtre, on va dire, européen. Alors, est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, il y en a une que j'ai gardée ici, là, qui se demande si Kadyrov, je vais la mettre à l'écran. Monsieur Castel, pouvez-vous nous dire si l'armée de Kadyrov est toujours présente sur le front? Oui, les Tchétchènes, alors ils ont un peu moins de verve médiatique en ce moment, mais ils sont toujours très présents sur le front. Alors, ils sont notamment présents au nord d'Artemovsk. Hein, donc, ils sont présents sur un secteur du front qui est en train de se resserrer autour d'un bastion ukrainien qui s'appelle Seversk, donc qui est un bastion très important. Donc oui, les Tchétchènes sont toujours présents. Ils ont d'ailleurs renforcé leurs effectifs avec des anciens du groupe Wagner. Hein, donc, il y a plusieurs milliers d'anciens volontaires des forces Wagner qui ont rejoint. Alors, certains ont rejoint des forces régulières russes, d'autres ont formé des bataillons de volontaires qu'on appelle BARS, qui sont également intégrés à l'organigramme de l'armée russe, hein, puisque toutes ces forces qui ont des origines, des motivations, des recrutements différents, sont toutes intégrées quand même dans l'organigramme russe. Hein. Il faut quand même une cohérence et ne serait-ce que une force logistique commune et de commandement également. Donc les Tchétchènes sont toujours présents et dans des secteurs très importants du front. Parfait. S'il y a d'autres questions, je vais les mettre en gras là, ici là, dans ma régie, puis je te les poserai à la toute fin. Maintenant, parle-nous un peu de ce qui s'est passé au Proche-Orient là, ces derniers jours où les gens ont parlé vraiment d'une troisième guerre mondiale. Il y en a qui ont annoncé ça la semaine dernière. Puis parle-nous un peu de ton analyse là-dessus. Alors moi, je suis loin d'être un spécialiste du Moyen-Orient, hein, comme M. Bassam Taham, que je salue si jamais il nous entend ou la prochaine fois qu'il sera sur votre chaîne. Moi, ce que je constate, c'est que je parlais du jusque-boutisme des mondialistes américains. Je crois qu'on observe également un jusque-boutisme infernal et suicidaire même de la part du Likoud qui a pris la direction et même pris la population israélienne en otage depuis plusieurs années. Alors d'une part, ce jusque-boutisme, il continue à Gaza. Tous les jours, donc, ce sont des dizaines d'enfants qui sont massacrés à Gaza, sans parler des adultes qui sont autour. Actuellement, l'armée israélienne qui finalement a subi un échec assez cuisant, bien qu'ayant infligé des pertes monumentales et un génocide monstrueux dans les régions nord de la bande de Gaza, actuellement, l'armée israélienne est en train de se concentrer sur Rafah.
Alors, il y a des bombardements quotidiens, jour et nuit, sur les quartiers résidentiels de Rafah. C'est quelque chose qui, à mon avis, va certainement être une marée de sang qui va faire déborder le vase, puisque à Rafah, on a une énorme concentration de population civile. Si jamais les bombardements s'intensifient au cœur de cette région de Rafah, avec la ville en son centre, et qu'une intervention terrestre israélienne est lancée, ça va être un véritable bain de sang. Un bain de sang qui sera d'ailleurs double. Hein. Ça sera un bain de sang, bien sûr, pour les civils qui vont être les premières victimes de ce type d'opération complètement insensée et infernale, mais il y aura aussi un bain de sang du côté de Tsahal, puisque je pense que les Palestiniens qui sont aujourd'hui acculés contre les frontières égyptiennes dans ce secteur de Rafah sont plus de 1 500 000 civils, et il y aura forcément des réactions combattantes au sein de cette population qui va certainement causer des pertes très importantes au niveau de Tsahal. Donc là, Netanyahou, il est un peu pris à son propre piège et surtout, il est acculé par l'échec qu'il a subi dans le reste de la bande de Gaza. Parce que c'est pas tout de détruire un pays, c'est pas tout de détruire une population. Alors, je rappelle qu'on est à plus de 33 000 morts a priori. C'est pas seulement les chiffres du ministère de la Santé de Gaza, ce sont des chiffres qui aujourd'hui sont reconnus par l'ONU, par les droits de l'homme, par énormément d'ONG internationales qui disent effectivement que c'est un véritable génocide qui est en place. Donc, je pense que Netanyahou, il est pris à son propre piège et il a fait le choix d'une fuite en avant militaire avec quand même un problème, c'est qu'il a beaucoup de difficultés à faire sortir de leur gonds les Arabes, c'est-à-dire la résistance arabe qui est notamment en Libye, Syrie, Irak, etc. Même si on voit le Hezbollah mener des actions sur la zone frontalière, on ne peut pas dire vraiment qu'ils perdent les pédales, en tout cas, et ils répondent d'une manière non contrôlée. Tout reste d'une manière très modérée. On l'a vu avec les bombardements de l'Iran sur Israël, qui ont été des bombardements ayant prouvé la valeur militaire et la capacité stratégique de l'Iran à frapper le cœur de l'État sioniste. Mais somme toute, ce sont des réactions, une riposte iranienne au bombardement du 1er avril contre leur consulat de Damas. C'est une riposte iranienne qui a été, somme toute, très modérée. D'ailleurs, le jeu de ping-pong qui a été mis en place dans les déclarations des uns et des autres dans le Moyen-Orient, puisque Israël donc provoque l'Iran en bombardant le consulat de Damas, l'Iran promet une riposte qui finalement a été réalisée. Israël avait dit que si l'Iran riposte, il riposterait à la riposte, et que l'Iran a répété derrière, si Israël riposte à notre riposte, eh bien à ce moment-là, nous ferons une riposte totale, etc. Donc on voit qu'il y a une espèce de jeu de ping-pong au niveau des déclarations officielles qui est relativement paradoxal par rapport à la réalité des opérations militaires. Puisqu'on a vu avec la riposte à la riposte qui a été fait par Israël, donc il y a quelques jours, que au contraire Israël a fait une riposte plus médiatique et symbolique qu'une véritable riposte militaire, puisque a priori ce sont surtout des drones qui ont été envoyés dans le ciel iranien. Ils ont été d'ailleurs quasiment en totalité tous abattus dans le ciel iranien. Ça a été un peu la même opération que précédemment l'Iran contre Israël. Hein. On a eu, je crois, un peu plus de 90% des drones et des missiles iraniens qui ont été interceptés par les Israéliens. Bah, c'est un peu facile dans la mesure où les Iraniens avaient prévenu tout le monde qu'ils étaient en train de lancer leur riposte. Donc, on voit qu'il y a une gesticulation à la fois militaire, médiatique et politique qui tient à marquer finalement les volontés des uns et des autres de défendre leurs principes et leurs forces militaires et leurs forces politiques, tout en ne cherchant pas peut-être à faire basculer l'ensemble de la région
dans une troisième guerre mondiale immédiate, en tout cas, et radicale. Donc ça, c'est les optimistes qui traduisent ça comme ça. Moi, je suis un peu plus pessimiste concernant les intentions d'Israël, puisque parallèlement à ce jeu de ping-pong entre Téhéran et Tel Aviv, on a vu l'armée de l'air israélienne intensifier ses provocations et dans une certaine logique d'extension du conflit au niveau régional. Je m'explique. Il y a eu bien sûr le bombardement du consulat à Damas le 1er avril, qui a donc déclenché ce jeu de ping-pong, mais parallèlement à ces ripostes et contre-ripostes réciproques, on a eu des bombardements de l'armée israélienne sur des objectifs très importants dans l'éventualité d'une régionalisation du conflit. Alors, il y a eu d'abord des bombardements sur des casernes au sud de Damas, mais également sur des systèmes d'artillerie antiaérien, donc de défense antiaérienne, au sud de la Syrie. Et cette nuit, on a eu un gros bombardement sur un quartier général d'une force anti-Daesh irakienne. Donc on voit qui a été fait donc par l'armée israélienne. Donc ça c'est assez nouveau. Alors bien sûr les États-Unis dans leur mensonge habituel disent c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous, parce que les États-Unis appliquent au Moyen-Orient la même rhétorique fallacieuse et hypocrite, pour ne pas dire cynique, qu'ils appliquent depuis des années en Ukraine. C'est-à-dire qu'ils disent non, 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 nous n'irons jamais dans une confrontation directe et offensive avec la Russie. Par contre, nous soutenons et nous aidons militairement notre allié, donc l'Ukraine en Europe et Israël au Moyen-Orient, à se défendre. Donc, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'argumentaire défensif complètement hypocrite, derrière lequel, en fait, on arme l'allié de la région pour lui permettre de réaliser des actions offensives. Donc, on a vu ça en Ukraine pendant 10 ans. Les Occidentaux ont dit on va aider l'Ukraine à se défendre contre les milices du Donbass. Et en fait, toutes les aides qui ont été réalisées par les puissances de l'OTAN servaient tous les jours aux bandéristes pour bombarder les populations civiles du Donbass. On voit la même chose se réaliser au Moyen-Orient. Donc les États-Unis disent on va aider notre pauvre allié du Likoud qui tient Israël entre ses pattes à se défendre, mais on voit très bien que lorsque l'armée israélienne bombarde un consulat iranien à Damas, bombarde comme cette nuit une base militaire anti-Daesh à Bagdad, on voit très bien qu'on n'est plus du tout dans un cadre de défense du territoire d'Israël. Là, on est vraiment dans un cadre de provocation offensive et meurtrière, puisqu'il y a eu pas mal de dégâts et de pertes dans le bombardement de cette nuit en Irak. Donc, on n'est plus du tout dans cette dimension qui correspond à la réalité du narratif. On camoufle derrière des belles phrases, il faut que les États puissent se défendre, on parle même de légitime défense, etc. Mais dans la réalité des faits militaires, nous sommes dans des actions, dans des opérations d'agression et lointaines, qui n'ont rien à voir avec la défense des frontières des pays concernés. De même qu'en Ukraine, les aides militaires occidentales continuent à être utilisées par les Ukrainiens pour réaliser des frappes lointaines dans la profondeur du territoire russe, ce qui d'ailleurs déplaît au système de la plutocratie mondialiste, puisque ça ne fait qu'augmenter les cours du pétrole. Donc on voit très bien que les Américains sont emmerdés. Ils veulent soutenir leurs alliés, mais en même temps... Ah, oui. Je vois que le général... Excusez-moi, je n'avais pas vu.
Non, c'est ça, c'est que hier, on a eu le général de la Ward à Brochu TV qui est venu nous expliquer. J'invite les auditeurs à aller visionner cette vidéo-là qui dure 40 minutes où effectivement le général nous donne son analyse aussi du conflit israélo-iranien. Et c'est comme tu disais, la contre-attaque des Israéliens avant hier soir, c'est c'est de la communication en fait. On veut. Tout à fait. Ah oui, Tout à fait. ouais, ouais. Et le général de la Ward, il va pas avec le dos de la cuillère, Erwan. C'est vraiment, je suis très privilégié d'avoir ce monsieur-là là, régulièrement Ah ici. oui, Et Bassam Tahan aussi nous a fait une vidéo aussi parce on couvre avec toi et d'autres le conflit en Ukraine. Et là, plus ça va, là, plus on est dans les deux. Puis moi, ça m'aide à comprendre de mon côté aussi. Ça aide les Québécois puis toute la francophonie à avoir véritablement une analyse neutre où la partisanerie, on essaie d'être le plus près possible des faits et du réel. Et quand on l'aborde, ben là, il y a beaucoup de masques qui tombent. Et toi, Erwan, le général et bien d'autres, la Brochu TV, je suis très content de pouvoir compter sur votre collaboration parce que vraiment, là, si on se fiait à nos journalistes ici, on n'aurait rien. On serait encore dans le délire total. Et on essaie de travailler pour la paix, nous autres, Erwan. On veut que ça... Oui, tout à fait. Oui. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui lie en fait tous ces conflits entre eux, pas seulement sur les enjeux et les menaces géostratégiques, mais sur simplement ce qui est leur carburant occidental. En fait, tous ces conflits, on voit très bien que les Occidentaux, comme je disais, sont piégés un peu comme Netanyahou, comme Zelensky, comme tous ces gens-là sont piégés à leur propre rhétorique. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas la culture de la guerre. Ils n'ont pas la culture de la guerre et même ils n'ont plus la culture de la politique depuis longtemps. Et en fait, leur seul carburant, leur seul argumentaire, c'est un argumentaire idéologique. Or, n'importe quel militaire vous dira les manuels, c'est bien beau, mais quand on fait la guerre, les manuels, on les laisse à la caserne. Et on doit appliquer le sens de la réalité tactique, de l'instinct du combat et du terrain surtout. Et il faut s'adapter aux changements de situation qui sont permanents. En politique, c'est pareil. On ne peut pas avoir un axiome politique comme une tactique militaire fondée uniquement sur des dogmes idéologiques, sur des principes théoriques. Donc le problème, c'est que les Occidentaux aujourd'hui, Zelensky, Netanyahou et bien sûr Biden et toute sa clique de Clinton et compagnie, ils sont dans un axiome idéologique complètement hors sol. Et aujourd'hui, ils voient que leur stratégie n'arrive pas finalement au résultat escompté. Alors, comme ils sont pas dans la réalité pragmatique, dans le sens du terrain, eh bien, ils ne savent pas faire autre chose qu'une fuite en avant qui d'abord est criminelle pour les populations et les pays concernés. Alors, tant au niveau économique qu'au niveau démographique, qu'au niveau militaire, et bien sûr qu'au niveau culturel, etc., si on étend leur guerre aux guerres idéologiques comme celle du wokisme, etc. Mais c'est une guerre qui va finir par être suicidaire. C'est une guerre qui va finir par être suicidaire. Alors, la grande question est de savoir est-ce que dans leur suicide collectif, les Occidentaux vont réussir à entraîner le reste du monde? Ah oui. C'est la grande question. Parce que là, en fait, voilà, là, on est face à une grande question. Alors, je crois quand même que il y a, je dirais, quand même des réflexes et une certaine intelligence militaire au sein des états-majors, même s'ils ne le montrent pas trop. Mais je pense, par exemple, que l'utilisation de l'arme atomique, qui serait quelque part le point de bascule définitif vers la Troisième Guerre mondiale,
d'une manière radicale en tout cas. Je ne pense pas que l'utilisation de l'arme atomique soit dans le logiciel des militaires aujourd'hui, que ce soit bien sûr côté russe ou même côté occidental. Et je pense que s'il y a une confrontation entre l'OTAN et la Russie, je pense que cette confrontation va essayer de s'appliquer dans une stratégie d'usure, une stratégie d'attrition conventionnelle, et en aucun cas une stratégie de destruction d'un front stratégique qui entraînerait d'un côté ou de l'autre le recours à l'arme nucléaire. Je pense que les états-majors militaires, parce que ce sont des professionnels qui étudient depuis des années et des années les moyens, les tactiques, les stratégies et leurs conséquences, ils savent très bien que cette boîte de Pandore nucléaire, plus personne n'en contrôlerait les conséquences. Et que, comme l'a très bien dit le président Poutine il y a quelques années, en cas de guerre nucléaire, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, tout le monde va perdre la guerre. Tout le monde sera perdant. Donc ça, c'est une réalité, je pense, qui est présente dans les états-majors militaires. Et à l'exception peut-être de Netanyahou, je pense qu'on n'aura aucune puissance occidentale qui prendra le risque d'utiliser l'arme atomique. Et d'ailleurs, à ce propos-là, il y a quand même... Alors, je serais intéressé d'avoir l'avis du général de la Ward, c'est qu'il y a quelque chose qui interroge. C'est que suite à l'attaque, à la fameuse riposte sur la riposte israélienne réalisée ces derniers jours, donc il y a eu énormément, a priori, quasiment que des drones inoffensifs qui ont été interceptés dans le ciel iranien, mais on a trouvé hier matin, je crois, sur le sol irakien, on a trouvé les restes d'un missile israélien abattu. Mais non pas abattu au-dessus de l'Iran, abattu avant de rentrer dans l'espace iranien. Alors là, il y a quand même une interrogation. Qui a abattu ce missile israélien? Est-ce que ce sont des systèmes d'armes iraniens présents en Irak ou capables de frapper au-delà de leurs frontières, ou est-ce que ce sont des systèmes d'armes américains qui ont finalement cassé les missiles israéliens dangereux pour éviter justement une escalade infernale? On ne sait pas. Effectivement, oui. Il y a effectivement, parce que je ne pense pas que les États-Unis, même si Johnson a dit que l'axe du mal, c'était l'Iran, la Russie et la Chine, honnêtement, les États-Unis, toute surpuissance militaire qu'ils soient, sont dans l'incapacité évidente de mener à la fois une guerre immédiate en Ukraine, une guerre au Moyen-Orient et une potentielle guerre en Asie, évidemment. Ils ont déjà du mal avec la guerre en Europe via leur proxy ukrainien. Ils vont pas aller en plus s'enfermer et s'enferrer dans une guerre au Moyen-Orient contre l'Iran, qui est pas un petit morceau. Hein. L'Iran, c'est quand même, il y a qu'à voir le rapport de force entre l'Iran et Israël. Les États-Unis seront obligés de rentrer dans la danse. Obligés. Israël ne s'en sortira pas du tout. Même Israël. Tout. Ouais. Donc ça, je pense que les États-Unis sont en train peut-être de tirer un peu sur les rênes de leur cheval fou sioniste parce qu'ils sont dans l'impossibilité de gérer tous ces fronts en même temps. On sent très bien que Netanyahou est de plus en plus isolé, puis il y a une confrontation aussi entre Biden et Netanyahou qu'on surveille ici avec Jean-Claude Pomerleau, entre autres aussi, puis j'invite les gens aussi à regarder cette capsule-là de Jean-Claude que plusieurs là, ont découvert à travers cette capsule-là et bien d'autres, où il nous fait l'analyse parce que Jean-Claude a plusieurs sources aussi, suit de près l'actualité géopolitique internationale, et j'invite les gens aussi à aller voir cette vidéo-là aussi d'environ 30 minutes où Jean-Claude explique très bien comment les États-Unis en ce moment décrochent
Biden told Netanyahu he won't support sa logique envers l'Iran. Alors, j'invite les gens aussi à regarder ça. On a ici, la Broche TV, grâce à toi et bien d'autres, une dose de réel à toutes les fois qui nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement. Écoute, Erwan, il nous reste environ 5 minutes. C'est rare que je te presse dans le temps, mais c'est que j'ai un autre émission. On va terminer. Oui. On va terminer avec Johnson. Ah oui. Ouais, parce que là, quand même, ça vaut son pesant d'or. Oui, je te mets ça à l'écran parce qu'il faut... je l'ai passé aussi au général de la Ward hier. Je lui ai demandé de réagir parce que ça, c'est vraiment, vraiment délirant. Donne-moi juste 2 secondes. On va le mettre à l'écran et on va écouter ça ensemble puis on va finir l'émission là-dessus si tu le veux bien. Donc, je vais juste le grossir puis on va l'écouter ensemble. C'est vraiment lui, là, c'est le grand champion. Comme tu dis, l'arrogance anglosphérique, appelez-le comme vous voulez, mais il faut complètement décomplexé. Complètement décomplexé. On écoute ça. With Ukrainian cities once again being pounded to rubble and the casualties mounting, I'm afraid I have to ask once again, why the hell are we being so slow in giving those heroic Ukrainians the weapons they so desperately need? Because if Ukraine falls, it will be a catastrophe for the West. It will be the end of Western hegemony, and we will have no one to blame but ourselves. Read my column in the Daily Mail. Wow. On a Chrystia Freeland au Canada qui a à peu près le même discours, qui avait déjà dit aussi qu'il fallait donner la dissuasion nucléaire à Zelensky si on voulait régler le problème une fois pour toutes aux Russes. Puis là, celle-là, c'est tout un bijou. Oui. Mais c'est incroyable de voir aujourd'hui comment ces mondialistes œuvrent à visage découvert. C'est-à-dire que pendant des décennies, ils nous ont bassinés avec leur défense de la démocratie, leur défense des droits de l'homme, etc. Et puis aujourd'hui, ils travaillent d'une manière totalement décomplexée, sans masque, et puis pour l'autre abruti là, sans peigne également, en disant nous devons défendre notre hégémonie. Notre hégémonie, mais c'est incroyable. C'est le totalitarisme à visage découvert, totalement décomplexé. Alors pourquoi aujourd'hui, alors on pourrait en aligner des dizaines de vidéos comme ça, de Cameron, de sénateurs américains, bien sûr de Zelensky, de Macron, de Sunak, au Québec, au Canada, vous en avez également tout un bataillon. Voilà. Mais comment ces totalitaristes peuvent arriver aujourd'hui à un tel discours décomplexé? Eh bien, moi, je vois une seule réponse, c'est parce que, en fait, ils ont atteint le seuil de domestication de leur population maximale. Voilà. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui une léthargie totale des populations dites occidentales, que ce soit au Japon, où on a un Premier ministre complètement halluciné qui soutient les États-Unis pour empêcher que la Russie utilise une nouvelle fois l'arme nucléaire. Alors c'est quand même incroyable. Le Japon, qui est la victime des seuls bombardements nucléaires de l'histoire, soutient aujourd'hui l'ancien agresseur pour éviter que la Russie utilise à nouveau l'arme nucléaire. Mais on est au niveau psychiatrique là. Les Occidentaux sont arrivés au niveau psychiatrique. Et aujourd'hui, des gens comme Cameron, comme Johnson et compagnie, ce sont des fous furieux. Ce sont des fous furieux. Mais ils le sont parce que les populations se laissent mener par le bout du nez et semblent même contentes de leur esclavage. Ah oui. Parce que Erwan, ça va finir l'émission. Oui, vas-y, quelques mots pour terminer. Oui.
Ben, toujours content de vous retrouver à brûle-pourpoint, évidemment, pour parler de choses et d'autres. Je crois qu'il faut garder cependant confiance parce que le système contre lequel nous luttons tous est en train de montrer ses grandes difficultés existentielles. D'ailleurs, le mot existentiel commence à être dans toutes les bouches des mondialistes, donc ça prouve bien qu'ils sont aujourd'hui en situation vraiment d'agonie à la fois économique, d'agonie politique, d'agonie militaire, d'agonie culturelle même. Et j'espère que tout va s'accélérer sans qu'on fasse le saut dans le grand gouffre. Voilà. Voilà, c'est tout ça qu'on souhaite, puis on travaille tous les jours à Brochu TV. Tu nous aides et les autres, tous mes collaborateurs, on est là pour essayer d'éviter le pire. J'ai eu envie de me décourager hier avec mon émission avec Jean-Michel Vernochet, mais c'est ça qu'il a dit, qu'il faut garder espoir puis de ne pas lâcher. Puis on va être là, nous autres, jusqu'à temps qu'on nous garde en ondes. On a toujours peur de la censure, ben pas peur, mais on craint la censure. En France, au Canada, on est en train d'essayer de bâillonner les lanceurs d'alerte, ceux qui essaient d'expliquer le réel. Puis encore une fois, Erwan, un grand merci. Puis si un jour les relations se normalisent avec la Russie, on va pouvoir te voir venir faire un tour en France, au Québec. Ben, sache que tu es le bienvenu. Oui, j'aimerais bien qu'on puisse t'encourager aussi. On a déjà essayé de faire des campagnes, puis ça a été bloqué. Puis on aimerait tellement t'encourager. 30 secondes pour ton bras, là. On est aveugle, là, je pense, hein, de passer à l'opération pour mettre la prothèse. Hein? Ouais, ben j'attends que comment dire, le système nerveux soit en meilleur état pour accueillir la prothèse bionique, voilà. Et sinon, bah, je vous invite à venir aussi sur le canal Telegram Info Défense France. Donc, c'est un canal Telegram en langue française. Il y a 30 canaux Telegram dans 30 langues différentes qui sont réalisés par des équipes internationales dont le cœur est à Moscou. Et donc, on a eu un premier canal Telegram Info Défense France qui a subi des censures via les numéros de téléphone français, ce qui normalement ne doit pas concerner les numéros de téléphone du Canada et d'outre-mer. Donc moi, je vous invite à venir sur un canal Info Défense France. On est plusieurs rédacteurs à travailler tous les jours pour essayer de donner des informations d'ordre géopolitique, militaire, des situations, etc. Personnellement, quand j'interviens sur la rédaction de ce canal, c'est-à-dire en gros 5 à 7 fois par jour, dans des postes que j'essaye d'être le plus complet possible et aussi le plus illustré possible. Je travaille sous la signature donc Alawata. Voilà, c'est mon indicatif du Donbass, Alawata, sachant que c'est un nom qui vient de la forêt amazonienne où je vivais avant de venir en Russie. C'est le nom du singe hurleur, voilà. C'est un hurleur rouge. Donc vous pouvez venir sur le canal Info Défense. Peut-être tu cliques sur l'icône Info Défense France, peut-être au-dessus. Ah oui. Voilà. Et donc là, vous avez. Moi, je te suis régulièrement, Erwan, puis c'est toujours intéressant. Tu as une plume vraiment que j'envie et une productivité énorme. Alors, merci, Erwan. Tu dois quitter en plus. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir et bon courage à tous et à tous. Merci, Erwan. À bientôt. Alors, c'était Erwan Castel. Nous, on s'en va en direct de Belgrade avec Yves Bataille, commenter l'actualité comme on le fait tous les samedis. Alors, je vous invite à changer d'émission. On s'en va avec Yves Bataille tout de suite après. Merci beaucoup tout le monde. Merci Erwan encore une fois. Merci aux auditeurs. Pour les questions, on va se reprendre pour une prochaine. Erwan vient régulièrement. Alors, merci beaucoup tout le monde et à tout de suite.